Mon nom est Gabriel et cette histoire s'est déroulée en juin 2019, environ une semaine et demie après la fin de l'école pour l'été. Mes cousins Gonzague, Christophe, Iker et moi allions avoir une soirée pyjama pour célébrer mon 13e anniversaire, que nous avions planifié depuis des mois. Ils sont arrivés vers 18h et nous étions prêts à passer une nuit incroyable. Il se trouve que cette nuit-là finirait par nous traumatiser pour le reste de notre vie, mais j'y reviendrai plus tard. Pendant la première heure et demie de notre soirée pyjama, nous avons mangé des cochonneries, écouté de la musique et joué à des jeux vidéo sur ma PlayStation 4. Après avoir terminé quelques parties de Fortnite, Tremel voulait sortir et jouer au football. C'était une nuit chaude mais orageuse, donc nous ne pourrions pas vraiment jouer au football. Cependant, Gonzague a dit que nous pourrions jouer à un autre jeu dehors et nous avons fini par décider de jouer à cache-cache dans mon jardin. Jouer par beau temps était amusant, mais jouer sous la pluie nous donnait une sensation différente. C'était plus relaxant d'une certaine manière, et cela rendait le jeu plus amusant. Pour vous donner une image, mon jardin est assez grand. Lorsque vous sortez par la porte arrière et regardez vers l'avant, il y a une forêt dense, et les côtés gauche et droit de ma maison sont clôturés. Nous avons une terrasse, un cabanon et plein d'autres choses là-bas, ce qui en fait un endroit parfait pour jouer au football, à cache-cache ou à tout autre sport. Quoi qu'il en soit, une fois que nous y sommes arrivés, nous nous sommes divisés en équipes. Gonzague et Iker ont formé une équipe, ceux qui m'a laissé avec Christophe. Christophe et moi nous sommes proposés pour nous cacher en premier, ce que Gonzague et Iker ont accepté. Nous avons tous convenu que la terrasse serait l'endroit sûr, alors nous avons dû commencer du côté opposé du jardin près de la forêt, pendant que les chercheurs commençaient à l'intérieur de la maison et comptaient. J'ai couru environ 5 mètres vers la forêt et je me suis caché derrière un arbre, pouvant voir où se trouvaient Gonzague et Iker, mais je n'étais pas sûr où était Christophe. Après avoir entendu que les chercheurs avaient fini de compter, j'ai vu 2 lampes de poche se déplacer dans le jardin en venant dans ma direction. J'ai commencé à marcher vers la gauche de mon jardin, vers le cabanon. Je me suis caché entre l'espace entre la clôture et le cabanon, et j'ai regardé autour du coin pour essayer de trouver Gonzague et Iker. Ils se sont tous deux retournés et ont marché vers le côté droit de la maison. Puis j'ai vu une personne habillée de noir sortir de l'obscurité du côté de ma maison et courir vers la forêt. Christophe portait un t-shirt bleu foncé et un short noir, alors je n'y ai pas beaucoup pensé. Je suppose qu'Iker a entendu les pas à cause de l'humidité de l'herbe, alors il a commencé à s'approcher furtivement du bord de la forêt tout en criant le nom de Christophe d'un ton moqueur. Cependant, juste à ce moment-là, Christophe est sorti de sous la terrasse et a commencé à crier « Ne venez pas par ici, ce n'est pas moi ». J'étais confus parce que je pensais avoir vu Christophe courir vers la forêt, mais alors j'ai fait le rapprochement et j'ai ressenti une douleur dans l'estomac. Je suis sorti de derrière le cabanon et j'ai commencé à crier que le jeu était annulé et qu'il devait revenir à la maison maintenant. Il est entré en courant et a fermé la porte arrière. Gonzague, qui était le plus âgé d'entre nous à 15 ans, a dit qu'il resterait à la fenêtre pour voir si le type sortait de la forêt. Christophe, Iker et moi avons couru à l'étage jusqu'à la chambre de mes parents et avons fermé la porte, mais nous l'avons laissé déverrouiller au cas où Gonzague aurait besoin de monter. Je pense qu'il vaut la peine de mentionner à ce stade que mes parents étaient hors de la ville à ce moment-là et ne rentreraient que le lendemain matin. Nous nous sommes tenus l'oreille collée à la porte pour voir si nous pouvions entendre quelque chose, et nous l'avons fait. Nous avons entendu Gonzague crier de toutes ses forces et ses pas courir vers le haut. Nous avons ouvert la porte, l'avons poussée à l'intérieur et avons verrouillé la porte, avons mis une chaise sous la poignée de la porte. Gonzague était hors d'haleine et bégayait assez fort. Iker continuait de demander ce qui se passait, mais Christophe nous a dit à tous de nous taire. Nous l'avons fait, et nous avons pu entendre le son de verre brisé et d'un objet frappant le sol, probablement une pierre. Après 2 minutes d'attente silencieuse, nous avons commencé à entendre des pas monter les escaliers. Nous nous sommes tous précipités pour nous cacher, mais nous n'avons eu que très peu de temps. Iker et moi nous sommes cachés sous le lit pendant que Gonzague et Christophe se cachaient dans le placard. Nous sommes restés silencieux pendant que nous entendions les portes s'ouvrir en haut. Lorsque vous montez les escaliers dans ma maison, à droite, il y a une porte directement à votre droite qui mène à la salle de bain. Il y a 3 portes de plus à gauche, et la chambre de mes parents est la dernière porte à gauche,
Donc c'était la dernière porte qui serait touchée. La personne de l'autre côté de la porte a réalisé qu'elle était verrouillée, alors elle a commencé à rire. C'était un rire fou et rauque, quelque chose qui me donne encore des frissons chaque fois que j'y pense. Iker est sorti de sous le lit et a trouvé le téléphone qui était sur le bureau de travail de mon père et a composé le 911. L'homme de l'autre côté de la porte a commencé à donner des coups de pied dans la porte, ce qui nous a tous fait crier. Iker a essayé de rester aussi calme que possible pendant qu'il parlait à l'opérateur, mais je mentirais si je disais qu'il était calme. Christophe est sorti du placard et a fouillé dans le bureau de travail de mon père et a trouvé un tournevis. Il a dit qu'il allait ouvrir la porte et poignarder l'homme, ce qui nous donnerait assez de temps pour sortir de la maison. Iker a terminé son appel et Christophe a écarté la chaise et a ouvert la porte. L'homme avait les bras tendus devant lui et Christophe l'a poignardé aussi fort qu'il a pu dans l'avant-bras, ce qui a provoqué chez l'homme une douleur hystérique. Nous avons tous pu courir en passant près de lui. Nous sommes descendus les escaliers, sommes sortis par la porte principale et avons traversé la rue jusqu'à chez ma voisine Mary. Il était environ 20h30, donc elle était assez en colère que nous l'ayons réveillée. Cependant, lorsque nous lui avons raconté ce qui s'était passé, elle nous a gentiment laissé entrer. Nous avons entendu les sirènes descendre notre rue moins de 5 minutes plus tard et avons vu de nombreux agents entrer dans ma maison et en sortir peu après avec l'homme menotté. C'était un spectacle satisfaisant à voir même pour mon moi de 13 ans. 4 ans plus tard et je me souviens toujours de cette nuit dans les moindres détails. En mai, Gonzague, qui a maintenant 19 ans, a envoyé un message texte dans un groupe Snapchat dans lequel je suis avec la plupart de mes cousins pour demander pourquoi il a crié cette nuit-là. Apparemment, alors qu'il était assis à la fenêtre en regardant les arbres, l'homme est sorti en courant à toute vitesse depuis le bord de la forêt vers la porte avec un sourire impossiblement large, selon lui. À ce jour, cette nuit reste la chose la plus effrayante qui me soit arrivée à moi ou à l'un de mes cousins. Le vent hurlait cette nuit-là, un lament constant qui semblait emporter avec lui les murmures des vieux arbres entourant la vieille maison de mes grands-parents. J'étais revenu les visiter après de nombreuses années, cherchant la familiarité et la chaleur que seul un foyer d'enfance peut offrir. Pourtant, ce que j'ai trouvé cette nuit-là n'était ni familier ni chaleureux. La maison était enveloppée d'une épaisse obscurité quand je suis arrivé. Mes grands-parents dormaient déjà, alors j'ai laissé ma valise dans la chambre d'amis et je me suis couché dans le lit, espérant m'endormir rapidement. Mais le sommeil refusait de venir, comme si la maison elle-même était imprégnée d'une tension palpable. C'est alors que les murmures ont commencé, au début à peine audibles, comme s'ils étaient l'écho d'une conversation lointaine. Je me suis levé du lit, le cœur battant fort dans ma poitrine, et j'ai suivi le son jusqu'au couloir. Les voix semblèrent venir du sous-sol, un endroit qui m'avait toujours donné des frissons. Avec une âme remplie de peur, je descendis les escaliers dans l'obscurité du sous-sol. Chaque pas résonnait dans le silence de la nuit, comme si la maison elle-même essayait de me prévenir de m'arrêter. Mais j'ai continué, incapable de résister à l'attraction exercée par les murmures. Quand je suis arrivé au sous-sol, les voix sont devenues plus claires, mais toujours incompréhensibles, comme si elles parlaient dans une langue oubliée par le temps. Une faible lumière brillait du fond du sous-sol, et je m'y suis dirigé, ressentant une étrange sensation d'inévitabilité. Ce que j'ai vu là-bas m'a glacé le sang dans les veines. Une figure sombre se tenait au milieu de la pièce. Elle n'avait pas de traits reconnaissables, seulement une présence menaçante qui emplissait l'air d'une aura lourde de malice. J'ai essayé de reculer, mais mes pieds semblaient collés au sol. Alors la figure parla d'une voix qui sonnait comme le craquement des branches sèches dans le vent. « Tu as réveillé quelque chose que tu ne peux pas comprendre, » dit-elle. « Maintenant il n'y a pas de retour en arrière. » Avec un cri de terreur, je me suis arraché à la paralysie et j'ai couru à l'étage, hors de la maison et dans la nuit sombre. Mais même en fuyant, je pouvais sentir la présence sombre rôdant dans les ombres, attendant patiemment son moment pour réclamer ce qui avait été réveillé. Depuis cette nuit-là, je n'ai jamais remis les pieds dans la maison de mes grands-parents. Mais dans les nuits les plus sombres, je peux encore entendre les murmures dans le vent, me rappelant qu'il y a des choses dans ce monde que nous ne devrions jamais perturber.
J'ai toujours adoré aller chez mes grands-parents simplement parce que j'adore les voir, ainsi que mes cousins préférés. Mais je déteste un peu la maison en elle-même. Chaque fois que j'ai visité leur domicile, j'ai eu une étrange sensation que je ne peux décrire que comme de la paranoïa. Beaucoup de choses étranges me sont arrivées dans cette maison, et la première chose dont je me souviens est lorsque mon frère et mes cousins Marianne et Antoine jouaient à cache-cache. Marianne et moi étions ceux qui cherchaient, et nous avons donné 60 secondes à mon frère et à mon cousin pour se cacher, car la maison est grande et a de nombreux endroits où se cacher. Après avoir compté jusqu'à 60, nous avons commencé à chercher. Nous sommes allés de la chambre de mes grands-parents, puis à la salle de bain, à la cuisine, à la chambre d'amis, partout. Mais malheureusement, nous ne pouvions pas les trouver. Ensuite, nous nous sommes souvenus que nous n'avions pas vérifié le sous-sol. Marianne ne voulait pas descendre là-bas, mais mon esprit enfantin, tu sais, ne voulait pas avoir l'air effrayé, si tu comprends. Alors je l'ai laissé venir avec moi. J'ai toujours eu peur de ce sous-sol, mais je devais les trouver. La porte du sous-sol n'avait pas de serrure, donc n'importe qui pouvait l'ouvrir et se cacher là-bas. Nous avons ouvert la porte et avons commencé à descendre lentement avec une lampe de poche presque déchargée. Je me souviens avoir eu cette étrange sensation à l'intérieur, et Marianne a chuchoté. « Penses-tu qu'ils essaieront de nous effrayer ?» Je n'ai pas eu le temps de lui répondre, car juste quand nous étions sur la dernière marche, la porte derrière nous s'est fermée violemment. Marianne a crié et j'ai laissé tomber ma lampe de poche par terre. Je suis entré en panique et j'ai immédiatement ramassé ma lampe de poche par terre et j'ai essayé de l'allumer, mais elle était complètement déchargée. Alors nous avons couru les escaliers, avons ouvert la porte et avons couru dehors vers la cour avant. Ma grand-mère était dehors en train d'arroser ses fleurs. Quand elle a vu à quel point nous étions effrayés, elle a demandé ce qui s'était passé, et nous lui avons raconté. Elle a dit que probablement mon frère et mon cousin jouaient simplement avec nous, et qu'ils nous ont probablement vus entrer dans le sous-sol et ont fermé la porte pour nous effrayer. À ce stade, nous avions déjà cherché les garçons pendant environ 30 minutes environ. Le jeu est fini, a dit ma grand-mère, et elle nous a accompagnés pour les chercher. Nous avons recommencé à chercher toute la maison, mais cette fois-ci avec ma grand-mère, et nous n'avons toujours pas pu trouver les garçons nulle part. Finalement, ma grand-mère a eu peur et a décidé d'appeler mon grand-père qui n'était pas à la maison. Ma grand-mère avait toujours des problèmes d'audition, alors elle mettait toujours son téléphone en haut-parleur. Marianne et moi sommes restés bouche bée lorsque nous avons entendu notre grand-père dire quelque chose comme « Oh, ne t'inquiète pas, les garçons sont avec moi. » Nous sommes allés au supermarché acheter le dîner il y a environ 40 minutes. Oui, mon frère et mon cousin sont bien plus âgés que nous. Mon frère avait environ 14 ans à l'époque et mon cousin 15. Et j'avais 9 ans. Marianne était la plus jeune avec seulement 8 ans. Nous avons appris qu'ils n'ont même pas joué avec nous. Quand nous comptions, ils sont sortis de la maison et ont vu que notre grand-père était sur le point d'aller au magasin. Alors ils sont partis avec lui. Ma grand-mère dit qu'elle était dehors tout le temps et dit qu'elle n'a jamais fermé la porte du sous-sol. À ce moment-là, ce n'était pas une fermeture normale de la porte. C'était comme une grande claque. Il n'y avait personne d'autre que nous dans cette maison. Alors je n'ai pas d'explication rationnelle pour cela et aucun de nous ne l'avait. La porte est aussi assez lourde, donc il n'y avait aucun moyen pour que le vent la ferme. Le lendemain, mes parents sont venus nous chercher et nous sommes rentrés chez nous. Mon père était dans l'armée à l'époque et devait changer de bataillon. Alors nous avons déménagé dans une autre ville. Maintenant, nous étions à plus de 400 km de la maison de mes grands-parents, donc nous ne les visitions pas aussi souvent que nous le faisions auparavant. Juste 1 ou 2 fois par an peut-être. C'était Noël en 2014. Mon père avait quelques jours de congé au travail et a décidé que nous voyagerions les 400 km et passerions les vacances avec toute notre famille. Je me sentais nerveux, mais quand nous sommes arrivés là-bas, je me sentais bien cette fois-ci. Cette étrange sensation avait disparu. Eh bien, du moins au début, tout allait bien jusqu'à ce que nous ayons fini le dîner familial et que tout le monde aille se coucher. Il y avait tellement de monde qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour tout le monde. Je voulais dormir dans la même chambre que mon frère, mais il était un peu idiot et ne me le permettait pas. Alors ma grand-mère m'a mis sur le canapé en bas, dans le salon, juste à côté du sapin de Noël et de la maudite porte du sous-sol. Il est sûr de dire que j'étais un peu effrayé, et je n'ai pas pu dormir longtemps parce que je regardais toujours cette porte du sous-sol toute la nuit, pensant qu'à tout moment quelque chose l'ouvrirait et me traînerait vers le bas. Enfin, après un certain temps,
Je me suis endormi, mais pas pour longtemps. Je me suis réveillé dans l'obscurité et j'ai allumé ma tablette pour vérifier l'heure. Il était environ 4 heures du matin. Je me suis retourné avec la tête tournée vers le petit couloir vers la porte du sous-sol et j'ai fermé les yeux. 1 minute plus tard, j'ai entendu ce qui ressemblait à des pas. La maison de mes grands-parents est recouverte d'un vieux plancher en bois et je savais que cela le faisait souvent. Parfois, les vieilles maisons font simplement du bruit. Mais je pensais aussi que quelqu'un aurait pu marcher vers la salle de bain près de l'entrée en bas. J'ai attendu un peu et personne n'est entré dans la salle de bain. Alors j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé dans le couloir. J'étais figé lorsque j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une masse noire et nébuleuse. Il avait des jambes et ce qui semblait être une tête, mais il ne faisait rien. Il marchait juste dans le couloir comme s'il était nerveux pour quelque chose. Je l'ai regardé pendant environ 1 seconde. Puis j'ai commencé à crier comme un fou. Quelques instants plus tard, mon grand-père est sorti de sa chambre en allumant toutes les lumières. Au moment où il a allumé la lumière, la silhouette a simplement disparu. Pleurant comme un fou et mon grand-père pensait que quelqu'un essayait d'entrer, alors il a commencé à vérifier toutes les chambres. Tout le monde s'est réveillé et est descendu les escaliers. Tout le monde me demandait ce qui se passait, et je leur ai raconté tout ce que j'avais vu. J'espérais qu'ils penseraient que j'étais fou. Mais au lieu de cela, ils se regardaient étrangement entre eux. Il est sûr de dire que je sentais que j'avais gâché Noël cette année-là. Tout le monde est retourné au lit, et j'ai changé de chambre avec mon frère. Il essayait de se montrer courageux et a décidé de dormir en bas. Ma mère m'a réveillé vers 10 heures du matin pour les cadeaux de Noël, alors je suis descendu en courant. Pas tellement pour les cadeaux, mais pour voir comment mon frère avait passé la nuit. Mais quand je suis arrivé là-bas, il n'était pas là. Mon père a dit que mon frère ne se sentait pas très bien et était sorti pour prendre l'air. Peu de temps après avoir ouvert mes cadeaux, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et mon frère est entré plus tard. Ma mère est allée vers lui et l'a immédiatement confronté parce qu'il sentait la marijuana. Et elle était très en colère à ce sujet, mais ne voulait pas faire de scandale devant toute la famille. Mon frère m'a dit que lorsque nous sommes tous montés les escaliers la nuit précédente, il a allumé la télévision pour regarder quelque chose parce qu'il n'était pas si fatigué. Il a trouvé quelques films à regarder, et quelques instants plus tard, la télévision s'est éteinte toute seule puis s'est rallumée. Il a d'abord pensé qu'il avait accidentellement appuyé sur la télécommande, mais la télécommande était sur la table à côté de lui, donc c'était littéralement impossible. C'est alors qu'il a entendu les mêmes pas que j'avais entendus auparavant. Ensuite, la lumière dans le couloir s'est allumée et éteinte, puis tout s'est arrêté pendant 1 seconde. Après cela, il a dit qu'il a entendu quelque chose comme des gens parler à voix haute, mais il n'a pas pu distinguer un seul mot. J'étais sans voix parce que mon frère n'était pas le genre de garçon à mentir juste pour m'effrayer, et il avait l'air très sérieux. J'ai même vu sa main trembler à un moment donné pendant qu'il me racontait l'histoire. Mon frère a dit qu'il savait pourquoi cela se passait, mais il ne me l'a pas dit. Plus tard ce jour-là, j'étais seul avec ma mère, et je lui ai demandé pourquoi tout cela se passait, et si nous devrions nous en inquiéter. Voici ce qu'elle m'a dit. Ma mère est l'aînée de 3 enfants, et quand elle est née, mon grand-père cherchait à acheter une maison car il vivait dans un petit appartement à l'époque. Ils ont donc trouvé une maison bon marché. Mais cette maison avait une étrange histoire de fond que la moitié de la ville connaissait. La maison a été construite au début des années 50 par un jeune couple, mais ils n'ont pas vécu là longtemps. Un jour, ils ont simplement disparu et on ne les a jamais revus. La maison est restée vide pendant un certain temps, puis un autre couple a acheté la maison. Ils y ont vécu pendant 3 semaines et ont décidé de partir au milieu de la nuit un soir, mais leurs voitures ont été frappées par un train et ils sont morts instantanément. Encore une fois, des années plus tard, un jeune homme a décidé d'acheter la maison qui était en vente pour une fraction du prix d'origine à l'époque, car tout le monde pensait que la maison était maudite. Le jeune homme y a vécu un peu plus longtemps que les autres, environ 1 an, mais apparemment il est devenu fou et s'est pendu dans le sous-sol. Les gens du village disaient qu'il était parfaitement bien avant d'acheter la maison. La maison est restée vide pendant de nombreuses années, puis un autre couple a décidé de l'acheter. Mes grands-parents. Ils ne semblaient pas préoccupés par la malédiction, je ne pense pas qu'ils y croyaient. Ils pensaient que tout était une coïncidence. Ils ont rénové toute la maison et l'ont nettoyée très soigneusement. Ma grand-mère a dit qu'elle voyait parfois des choses étranges au milieu de la nuit, comme des ombres, mais à chaque fois qu'elle voyait quelque chose, elle appelait toujours un prêtre pour nettoyer la maison et tout s'améliorait pendant un certain temps.
Mon grand-père a dit qu'il n'a jamais rien vu, mais il entend souvent des pas et des voix. Ma mère et mon père ont dit qu'ils ont aussi vu les ombres, mais seulement quelques fois. Mon oncle était celui qui en a le plus vu. Ma mère a dit qu'il se plaignait qu'une femme était dans sa chambre toutes les nuits. Il entendait des voix l'appeler par son nom. J'aurais aimé pouvoir lui demander plus de détails, mais malheureusement, il est mort avant ma naissance dans un accident de moto. Je ne sais vraiment pas si c'est lié à la maison, mais j'espère vraiment que ce n'est pas le cas. Il s'avère que la maison a été construite sur un ancien cimetière ottoman, ce qui, je pense, est la raison des apparitions. Mes grands-parents sont décédés à 1 mois d'intervalle l'année dernière, et nous avons décidé de mettre la maison en vente, mais nous n'avons pas eu de chance jusqu'à présent.